Madame, Monsieur, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à la DRTV. Ce soir, nous sommes en direct pour présenter l'émission Son Détour, dont on nous dit que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une préoccupation, celle de ne pas prolonger le débat sur l'accession du Congo à l'initiative PPTE. Après l'annonce faite le 28 janvier dernier, on aurait souhaité que le débat s'ouvre, qu'on ne laisse pas seulement la place à la spéculation et à la manipulation de l'information. Et ce soir, nous avons saisi cette occasion pour essayer à notre façon prolonger ce débat et donner quelques éclairages à nos compatriotes qui certainement ne comprennent pas très bien les contours de ce qui vient de se passer le 28 janvier dernier, lorsque le Congo a atteint le point d'achèvement à l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Alors, un journal de la place a titré « Le Congo savoure la victoire d'accéder enfin à la pauvreté ». Est-ce que c'était une boutade qui voulait lancer à l'endroit des gouvernants lorsque on sait que depuis 25 ans quasiment, le Congo se bat pour essayer de réduire sa dette, sinon demander son annulation? On peut dire chose faite. Posons-nous seulement la question. Raison pour laquelle ce soir, nous posons la question. Initiative PPTE, mode d'emploi et après. C'est peut-être l'après qui va nous intéresser parce que lorsque le chef de l'État a rencontré les syndicalistes, il leur a dit point d'euphorie parce que le fait d'accéder à l'initiative PPTE nous donnait encore beaucoup plus d'obligations, de contraintes et ne donnait pas lieu à faire la fête. Mais qu'à cela ne tienne, nos amis qui sont sur le plateau nous diront pourquoi ne devrions-nous pas nous réjouir d'un tel résultat? Pourquoi devrons-nous encore serrer la ceinture? Est-ce que ce que nous souhaitions, enfin nous sommes arrivés? Est-ce que ça marque un nouveau départ? Y a-t-il de l'argent à se distribuer? Le chef de l'État a dit non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas une manne quelque part où nous allons nous distribuer. Alors, qu'attendent les Congolais? Que peuvent-ils espérer de la cession du Congo à l'initiative PPTE? Pour répondre à cette question, nous avons invité M. Joachim Banza, directeur de publication de la Semaine africaine, analyste, et nous nous sommes inspirés d'un de ses éditos lorsqu'il dit que le plus dur est à venir. Il nous dira pourquoi est-ce que le plus dur est à venir alors qu'on vient d'accéder à l'initiative PPTE. À ses côtés, nous avons M. James Ngalebay, qui est chef de département, qui est économiste de formation, enseignant et chef de département des carrières financières à l'ENAM, qui est spécialiste des questions de la dette, puisque nous l'avons découvert en lisant un article qu'il avait consacré sur la dette, article publié dans la Semaine africaine, bien évidemment, et raison pour laquelle nous sommes dit, c'est la personne ressource qui peut nous éclairer, à défaut d'avoir un spécialiste au niveau de l'Assemblée et même au ministère des Finances. À ses côtés, nous avons M. Labi Mebou, qu'on ne présente plus, l'homme qui dissèque, décortique et déshabille les hommes politiques tous les dimanches, je crois, à Radio Liberté. Il est le directeur le rédacteur en chef, c'est ça, de la rédaction Radio Liberté. Pourquoi pas bientôt Radio et Télé Liberté. Voilà, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, initiative PPTE, mode d'emploi et après. Alors je voulais juste qu'on essaie un peu de planter le décor, qu'on nous dise à peu près à combien s'élevait la dette congolaise, puisqu'il y a un économiste qui est là qui va peut-être nous dire,
Combien a été effacé? Combien reste-t-il à effacer? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour ne pas qu'on retombe dans les travers de ce que nous avons tous décrié, puisque nous avons vu le service de la dette croître en même temps que la dette elle-même. Alors, combien avons-nous de dettes et combien a été effacé, Monsieur James Galevay? Moi, j'ai les chiffres. Enfin, vous pouvez... Merci, Monsieur le journaliste, pour cette question combien intéressante. Et merci également de nous avoir invités sur le plateau de DIRTV pour parler de cette question qui intéresse tous les Congolais. Avant de répondre à la question de savoir à combien se lève notre dette aujourd'hui, combien a été et quelle est la partie de dette qui a été effacée, je voudrais revenir un peu sur quelques aspects liés à l'historique de cette dette, pourquoi on est arrivé là. Je crois que beaucoup de Congolais s'intéressent à cette question. Bien, je crois que la dette du Congo remonte beaucoup plus des années 1970, hein, essentiellement. C'est vrai que dans les années 60, il y avait aussi une partie de notre dette, mais qui ne représentait pas, en tout cas, grand-chose. Ce n'était pas tout à fait un problème. C'est surtout au début des années 1970, quand il y a eu la crise pétrolière de 1973. Cette crise a entraîné une augmentation des recettes des pays producteurs de pétrole, notamment les pays du Golfe, qui ont fait des placements dans les banques occidentales essentiellement, dans les banques européennes. Mais comme il y a eu la crise pétrolière en 1979, cette crise a entraîné également une augmentation des coûts de production dans les pays développés. Bien, pour cette question de la dette, il y a eu 4 acteurs majeurs. Le premier acteur de la dette, ce sont les banques privées qui ont reçu les pétrodollars à partir de 1973. Il fallait faire des placements. Et comme les pays producteurs de pétrole comme le Congo présentaient les meilleures garanties compte tenu de cette ressource qui était le pétrole, oui. Donc qui était le pétrole, donc il fallait, ces banques ont prêté beaucoup d'argent à ces pays, donc au Congo également. Donc ça c'est le premier acteur, les banques privées qui ont prêté de l'argent, qui voulaient en quelque sorte fructifier leur pétrodollar. Deuxième acteur, non moins négligeable, ce sont les pays occidentaux qui étaient en crise. Comme leur coût de procès avait augmenté, leurs produits industriels devenaient plus chers, donc ces pays vont distribuer ce qu'on appelle du pouvoir d'achat dans les pays pauvres. Il fallait distribuer du pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont proposé aux pays pauvres certains montants en vue de leur permettre d'acheter leurs produits. Donc le mécanisme était le suivant: je vous prête 1000 francs CFA à des taux d'intérêt bas, pourvu que vous achetiez aussi mes marchandises pour 1000 francs CFA. Donc une dette liée, quoi. Donc une dette liée à l'achat des marchandises. Donc ils voulaient coûte que coûte écouler leurs produits. Troisième acteur, c'est le FMI et la Banque mondiale. Là, je parle des institutions de Bretton Woods. C'est très bien. Parce que, comme les pays occidentaux étaient en crise, il fallait, parce que généralement, quand les pays occidentaux sont en crise, on dit qu'il s'agit d'une crise mondiale. Il faut relancer l'économie mondiale. Mais comment? En faisant en sorte que les prix des matières premières qui constituaient un problème puissent baisser. Ils ont donc distribué, ils ont donc proposé des prêts aux pays pauvres en vue de leur permettre de produire un peu plus de matières premières. Et ces pays se sont lancés dans la production des matières premières, ce qui a entraîné vers la fin des années 1970 une chute dramatique des coûts des matières premières. Quatrième acteur, ce sont les pays en développement eux-mêmes qui ont trouvé dans la dette le mécanisme de pouvoir financer leurs économies, donc de relancer leur production. Et là, les 4 acteurs sont connus. Bien, autre élément, il y a eu un événement encore majeur qui s'est produit.
Et vous savez que même si à l'époque les taux d'intérêt étaient bas, ces taux d'intérêt étaient liés aux taux d'intérêt américains et britanniques. En 1917, aux États-Unis, c'est le président, je crois, c'était le président, vous me rappelez, en 1917, aux États-Unis, c'est l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan. Et au même moment, en 1919, c'est Margaret Thatcher qui arrive au pouvoir, cette fois-ci en Grande-Bretagne. Bien, quand les deux libéraux arrivent au pouvoir, ils vont revoir en quelque sorte leur taux d'intérêt domestique à la hausse. Et comme les taux d'intérêt domestiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne étaient revus à la hausse, cela a entraîné une hausse également des taux d'intérêt auxquels les pays pauvres comme le Congo et d'autres pays du tiers-monde devraient rembourser leurs dettes contractées entre-temps au cours des années 1970. Donc, quand nous arrivions devant cette situation, vers 1982, qu'est-ce qui s'est produit? Entre 1919 et 1982, il y a eu les coûts des matières premières qui ont connu une baisse spectaculaire. Donc, ces coûts ont été divisés par 4. Au même moment, les taux d'intérêt ont été multipliés par 4. Donc, on était face à un système de ciseaux où d'une part, nous avions des taux d'intérêt qui avaient augmenté et d'autre part, les recettes d'exportation des pays pauvres comme les nôtres qui avaient baissé. D'où on est arrivé également, il y a eu le programme d'ajustement structurel. Puis nous avons mis en place et le programme d'ajustement structurel est venu plus tard pour mettre un terme à la crise de la dette. Donc à partir de 1982, il y a eu d'abord le Mexique qui a dit officiellement qu'il ne pouvait pas payer. Et s'en est suivi d'autres pays qui ont aussi fait les mêmes déclarations. Donc à partir de cette époque, voilà le FMI qui intervient avec la Banque mondiale pour proposer les fameux programmes d'ajustement structurel qui consistaient à privatiser les entreprises, qui consistaient à réduire les dépenses publiques de façon à pouvoir faire face aux problèmes de la dette. D'où nous sommes arrivés devant cette situation. Bien. Maintenant, vous avez posé une question de savoir quel est le montant de la dette. Très bien. Je pense que cette première partie très pédagogique, je crois, tout l'intérêt de cette émission, c'est aussi d'aider nos compatriotes à comprendre un certain nombre de choses. Nous n'allons pas faire de la vulgarisation, mais on veut quand même que pour une société où les gens ont une connaissance, ils peuvent mieux cerner les choses, mais il faut qu'on leur donne de la matière. On reviendra sur la partie très pédagogique que beaucoup d'entre nous n'ont pas connue parce qu'il faut un peu d'histoire pour se projeter et puis pour comprendre. Alors, au niveau du montant de la dette, mon cher Mbanza, ça se chiffre, c'est pas à des milliards. On disait 4 000 milliards, 4 700 milliards. Je ne sais pas si c'est le chiffre exact. Oui. En 2004, on le revoyait encore tout à l'heure avec mon voisin James Ngalebay. En 2004, donc, les institutions de Bretton Woods avaient, donc le FMI et la Banque mondiale, avaient estimé la dette du Congo à un montant de 9 milliards de dollars, donc à peu près 4 500 milliards de francs CFA. Donc ça, c'était la dette du Congo. Vous voyez que une telle dette ne peut pas permettre l'épanouissement budgétaire d'un pays. Donc à l'époque, je crois, dans ces années-là, le budget du Congo devait être de moins de 2000 milliards de francs CFA, 1500, 1600, des choses comme ça là. Et donc, les recettes d'exportation, particulièrement les recettes du pétrole, étaient beaucoup absorbées par le remboursement de la dette. Dans votre introduction, vous avez évoqué le titre que notre confrère La Rumeur a placé, le Congo savoure la victoire de la pauvreté. Je crois qu'il faut bien expliquer un mécanisme. Pourquoi le Congo a été ou s'est aligné parmi je ne sais pas si vous pouvez voir, vous pouvez montrer parce que c'est un peu ce que
notre ami de la rumeur, le Congo savoure enfin la victoire de la pauvreté. Mais il pose la question en filigrane de savoir si un pays producteur de pétrole, riche par essence entre guillemets, pouvait monter un programme pour accéder à l'initiative PPTE. Donc, parce que quand on dit PPTE, on n'a pas donné les explications des sigles, donc on s'arrête sur les sigles pays pauvres très endettés. Alors, oui, pour être explicite, clair, je ne suis pas économiste, les économistes vont mieux expliquer les mécanismes, mais simplement pour l'opinion, de manière générale, ce qu'on peut retenir, c'est ceci. C'est que, donc, en 2004, la dette est évaluée à 4 500 milliards de francs CFA. Le budget de l'État est à peu près de 1600 1800 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez que malgré les recettes du pétrole, notre dette est énorme. Donc, un pays qui ploie sous une dette énorme ne peut pas envisager son développement, ne peut pas mettre à profit justement ses ressources pour pouvoir se développer. Donc, il y a le fardeau de la dette. Nous ne sommes peut-être pas vraiment un pays pauvre comme les autres, comme le Mali, qui ne dispose pas d'assez de ressources naturelles comme nous, mais il y a la dette qui était là. Et donc c'est à cause de la dette, à cause du niveau excessif de la dette que le gouvernement, que les dirigeants du pays ont estimé qu'on n'avait pas d'autre choix que de négocier avec les institutions de Bretton Woods, donc la Banque mondiale et le FMI, qui avaient, à partir des années 90, du milieu des années 90, lancé le mécanisme de l'initiative pays pauvres très endettés. D'abord, effectivement, en faveur des pays pauvres. Il faut dire que si nous étions obligés de passer par le point de décision, mais il y a des pays, dès que ce mécanisme-là a été lancé, je crois que c'est ça, qui ont été directement pris en compte et à qui on a effacé une grande partie de leurs dettes. C'est vraiment des pays africains pauvres qui ont bénéficié de cela. Mais nous, à cause du niveau excessif de notre dette, on était obligé de s'aligner et donc de passer par le point de décision, donc mettre en place des programmes de réforme avec le FMI et la Banque mondiale, donc qui, voyant notre volonté, ont décidé que on pouvait accéder au point de décision. Et à partir de là, on avait déjà bénéficié d'une partie de réduction, d'effacement, d'allègement de la dette. Et il a fallu continuer, mettre en place des réformes structurelles, la bonne gouvernance. Enfin, il y a une panoplie de critères à mettre en place pour pouvoir arriver au point d'achèvement de façon que l'effacement de la dette soit définitif. Effectivement. Monsieur Labi Meboum, je vais juste rapidement prendre le communiqué publié le 28 janvier à Washington entre les autorités congolaises et les représentants de des institutions de Bretton Woods. Ils disent en substance, ce qui motive un peu l'accession au point d'achèvement, que les autorités congolaises ont totalement mis en œuvre des mesures liées à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, la stabilité macroéconomique, la gestion des finances publiques, la gestion du secteur du pétrole, la gouvernance, ainsi que la mise en œuvre des réformes en matière de santé et d'éducation et la gestion de la dette. Malgré leur rigueur, tous les éléments déclencheurs d'atteinte du point d'achèvement ont été respectés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des conditionnalités qui ont poussé à ce qu'on puisse arriver à cette situation. Devrait-on, si je peux poser cette question-là, se réjouir de la façon dont les pouvoirs publics ont géré ou ont managé cette affaire? Bien, merci, Monsieur Sony. Je pense qu'il faut être franc avec nous-mêmes pour dire que pour la première fois depuis près de 25 ans où notre pays avait comme une corde au cou, et aujourd'hui
nous accédons à cette initiative du PPTE, il faut reconnaître d'une part que c'est grâce aux efforts d'un gouvernement en place avec son président et d'autre part grâce également à la patience ou au sacrifice du peuple congolais dans son ensemble, parce qu'il ne s'agit pas seulement des fonctionnaires comme on pense, mais il s'agit de... bon, peut-être pas d'une victoire, parce que ce sont les dettes que nous avions contractées et que, bien sûr, comme a dit l'économiste tout à l'heure, bien qu'il y a eu des changements, bien qu'il y a eu parfois des crises au niveau international, mais ce sont des dettes que nous avions contractées à la mise en exécution d'un certain nombre de projets, nous n'étions pas à mesure de le faire. Et c'est l'échec d'un pays, mais l'échec depuis pratiquement 25 ans. Mais aujourd'hui, la communauté internationale, précisément les institutions de Bretton Woods, sont constatées effectivement qu'il y a eu un certain nombre d'efforts. Vous allez constater que pour la première fois dans notre pays, on a mis en place un certain nombre d'institutions, tout juste pour qu'il y ait la rigueur dans la gestion de la chose publique. Il y a eu la Cour des comptes, il y a eu la Commission de lutte contre la fraude, il y a eu du côté du Parlement évidemment aussi un travail qui a été fait dans le sens du contrôle. Et ça, au stade actuel, puisque nous allons parler beaucoup plus des choses que le président a dit et ce que nous devrions attendre de ce PPTE. Mais sur ce point, on peut dire que le gouvernement actuel, avec son président, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en tout cas, ils ont fait un effort pour qu'on arrive à ce que les conditions réunies pour que le Congo accède à l'initiative PPTE. Bénéficie de l'annulation d'une partie de sa dette. Je pense que c'est une partie de sa dette. Alors, M. James Ngalebay, je dois d'abord signaler à tous ceux qui nous regardent que nous sommes en direct et que s'ils ont des contributions, ils peuvent toujours, ces contributions seront les bienvenues, hein, et que ça aiderait toujours aux gouvernants et aussi, pourquoi pas, aux étudiants que vous encadrez pour qu'ils prennent la reine. Alors, vous avez parlé des quatre facteurs déclenchant finalement le processus de la dette, de l'endettement de nos pays, enfin les pays africains et par conséquent du Congo. Mais vous n'avez pas, je vous ai peut-être interrompu puisque vous n'avez pas pu me donner à peu près le chiffre à combien s'élevait cette dette-là, parce que je crois qu'il y a une partie, le service de la dette a dû plus ou moins pousser à ce que cet endettement-là aille au-delà de l'espérance. Alors finalement, ce déclencheur que vous avez indiqué, combien s'élevait cette dette, combien a été annulé et combien nous reste-t-il à faire? C'est moi qui appelle la Bonsoir monsieur, oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. On vous écoute. Je voulais poser une question. Allez-y. À combien s'élève le temps que notre ami revienne à l'antenne? Mais on cherche James Ngalebay. Bien, comme on disait tantôt, en 2004 notamment, la Banque mondiale avait estimé à 9 milliards de dollars américains l'encours de la dette congolaise. Donc 9 milliards de dollars, ça fait au cours d'aujourd'hui autour de 4500 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, avec les annulations qu'il y a eu, notamment avec le passage du Congo au point de décision d'abord en mars 2006 et aujourd'hui au point d'achèvement depuis janvier de cette année, si toutes les annulations promises sont prises en compte par les autorités, notamment de la Banque mondiale, du FMI et celle du Club de Paris, l'encours du Club de Paris, notamment du Club de Londres, l'encours de la dette congolaise devrait s'élever à autour de 800 milliards de francs CFA. 800 milliards de francs CFA. Et je pourrais dire qu'au jour d'aujourd'hui,
le Congo a les possibilités de payer, d'effacer complètement l'ardoise. Complètement. Vous êtes sans ignorer que rien que pour cette année 2009, le Congo prévoit de réaliser une épargne budgétaire de 1300 milliards de francs CFA, ce qui dépasse largement le montant restant de l'encours de la dette. Donc, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette épargne-là pour faire autre chose que de chercher à effacer cette dette? Je vais vous donner le chiffre. Le chiffre. Ici, là, je vais citer la personne d'autorité qui est le ministre des Finances, M. Gilbert Ondongo, qui dit qu'en 2004, au moment où les évaluations ont été faites et avant que nous ne commencions à marcher, donc avant que le gouvernement ne commence à marcher sur la route du PPTE, le Congo avait une dette de 4 188 milliards de francs CFA, soit près de 6 milliards 400 millions d'euros. Hein, donc ça va à peu près dans ces eaux-là. Et qu'est-ce qui a été effacé? Qu'est-ce que le Congo a obtenu en accédant à l'initiative PPTE? Mais rien qu'avec le passage du Congo au point d'achèvement de l'initiative PPTE, il y a eu le FMI et la Banque mondiale qui ont annulé 1,9 milliard de dollars américains, ce qui représente un peu moins de 2000 milliards de francs CFA. 1,7 milliard pour être précis. 1,7 milliard. 1,7 milliard, je dis près. Donc 1,9 milliard de francs CFA, donc annulé avec le passage au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Donc je disais tantôt qu'avec ce passage, et si toutes les promesses des institutions de Bretton Woods sont tenues, le Congo devrait logiquement se retrouver avec une dette, avec un encours de la dette de 800 milliards de francs CFA. 800 milliards par là. 800 milliards. Mon cher Joachim, la même question que j'ai posée à notre ami Labi, devait-on se réjouir de voir le Congo accéder au point d'achèvement, ou sinon, quelles contraintes les autorités congolaises doivent faire face pour qu'effectivement, ce qu'ils ont obtenu après 25 ans ne puisse plus être une espèce d'épée Damoclès suspendue sur nos têtes. Puisque vous avez écrit le plus dur reste à venir. Oui, le plus dur reste à venir. C'est-à-dire que quand on parle de 25 ans, il faut se rappeler qu'il y a eu des programmes avant qu'on a lancés avec l'assistance du FMI et de la Banque mondiale, mais des programmes qui ont échoué. Des programmes qui souvent échoué. Bon, les passes, n'en parlons pas, ça a été l'échec un peu partout en Afrique parce que c'était des programmes qui n'étaient pas adaptés au contexte des pays africains, parce que c'était des programmes, je crois, qui prêchaient un peu beaucoup le libéralisme économique, alors que dans nos économies, l'État doit jouer un rôle régulateur, un rôle d'encadrement. Pensez-vous que ces contraintes-là ont quand été on levées? a démarré, il y a eu des programmes qui ont chaviré malheureusement. On est arrivé au point d'achèvement. Je crois que c'est sûr que si on n'y était pas arrivé, le gouvernement aurait essuyé beaucoup de critiques. Imaginons le contraire, que ça soit l'échec. Je crois qu'il y aurait eu beaucoup de critiques. Mais qu'est-ce qui aurait expliqué l'échec? Qu'est-ce qui aurait expliqué l'échec? C'est par exemple le manque de capacité à pouvoir mettre en œuvre les réformes exigées dans le cadre de ces programmes-là. Il y a des pays qui ont du mal. Vous voyez par exemple notre grand voisin, la RDC, n'a pas encore accédé au point d'achèvement. Donc il est encore en train de courir derrière le point d'achèvement. Donc c'est pour dire que c'est vrai, on peut parler d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, on peut parler de victoire parce que avant il y a eu pas mal de programmes qui ont échoué, donc pas mal de gouvernements qui ont échoué. Et qu'aujourd'hui on a réussi donc depuis
depuis 2006, qu'on était rentré, mars 2006, qu'on était entré au point de décision. En janvier 2010, on est arrivé au point d'achèvement. Donc c'est quand même une réussite, un succès pour le gouvernement, pour le président de la République. Je crois qu'il y a eu une politique pertinente avec les institutions de Bretton Woods. Il y a quand même des témoignages intéressants sur le Congo, les efforts qu'il y a eu en matière de transparence dans la gestion des recettes pétrolières, des efforts qu'il y a eu en matière de bonne gouvernance, même si il y a encore beaucoup à faire, mais quand on voit le parcours, on ne peut pas ne pas féliciter les pouvoirs publics, les autorités congolaises, des efforts consentis pour pouvoir atteindre ce niveau. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, la dissolution de la COTRED serait aussi une exigence? Oui, tout ça fait partie des efforts qui ont été consentis. Excusez, il y a quelqu'un en ligne. Bonsoir, monsieur, vous êtes en ligne. Bonsoir. On vous écoute. Initiative PPTE, mode d'emploi et après. Oui, PPTE. Je veux intervenir sur la PPTE. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de dire que c'est bien le gouvernement a travaillé, avec son président a travaillé. Est-ce qu'on a pris toutes les précautions afin que demain, ces mêmes erreurs, ces mêmes projets échoués on puisse repartir sur le même point de départ, de s'endetter encore? Est-ce que ces précautions ont été prises? Parce que la façon aujourd'hui, la chose publique, aujourd'hui, on est en train de crier, de dire oui, on a mis la bonne gestion sur l'affaire publique, les gestionnaires, les comités, tout consort. Est-ce que ça va tenir? En changeant tout le temps le gouvernement, on va annuler les mêmes comités qu'on a mis. Mais c'est tout l'intérêt de ces émissions, oui, de faire un peu de pédagogie. Certainement que ça va inspirer tout à fait. Le chef de l'État, s'il nous écoute, s'il nous regarde, par heure. Oui. C'est l'enjeu de ces émissions. Ça me rappelle un point que j'ai abordé justement dans l'éditorial que vous avez cité, en disant que le plus dur ne fait que commencer. Parce que justement, l'ABI a soulevé un aspect intéressant, c'est de dire quand même que si nous sommes arrivés à ce niveau d'endettement... Nous ne sommes que les catalyseurs de ce que écrivent nos amis, certainement que le plus dur ne fait que commencer. Éditorial Joachim Banza. Voilà. Oui, bonsoir madame, vous êtes à l'antenne. Oui. On vous écoute. Oui. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est de faire que demain, qu'on ne puisse plus retomber dans des pratiques de gestion où on allait s'endetter, on allait beaucoup s'endetter en estimant que bon, on a des ressources pour rembourser et finalement, on se mettait la corde au cou par rapport à la dette. Donc, je crois que la leçon à tirer, je crois que le chef de l'État, quand il rappelle tout le parcours lors de sa rencontre avec les syndicats, quand il a reçu les syndicats, je crois que c'est pour aussi tirer ces leçons-là. C'est-à-dire que, bon, dans le passé, on a eu des pratiques, on a estimé que, bon, avec les ressources qu'on avait, on pouvait oser aller s'endetter, mais voilà là où nous en sommes arrivés. Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on puisse changer. Mais je crois quand même qu'il y a des efforts qui sont en train de faire. Franchement, pour ne pas seulement être critique, je crois qu'il faut reconnaître ce qui se fait. Et que on félicite quand même le Congo de ce que pour ces dernières années, le pays n'est pas allé s'endetter comme dans le passé. Il y a un point, il y a un aspect parfois qui suscite un peu d'inquiétude, c'est nos relations avec la Chine, parce qu'il y a pas mal d'entreprises chinoises qui réalisent des grands projets. On se dit, mais est-ce qu'on ne se désendette pas ici pour aller s'endetter ailleurs? Certainement qu'on posera la question de la nature de la dette. Oui, il y a quand même maintenant, on est très basé un peu sur le taux quand même, non? Oui. On est quand même de plus en plus assez regardant sur ces questions-là. Assez regardant sur cette question, Monsieur James Galbay. Est-ce que le fait d'avoir une partie de sa dette effacée prive le gouvernant d'aller encore emprunter? Quelles sont les contraintes qui peuvent les empêcher
parce que finalement, nos ressources sont quand même limitées aussi malgré tout. Oui, je voudrais tout d'abord souligner un aspect, c'est que entre les années 80 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont quand même changé. Vous savez qu'au niveau même des réserves de change, le Congo a pas mal de réserves de change au niveau de la Banque centrale. Et puis, la situation s'est améliorée sur le marché pétrolier. Je parle du marché pétrolier parce que le pétrole constitue quand même notre première ressource. Mais je voudrais aussi lever une équivoque. En soi, la dette n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui compte en la matière, c'est ce que nous faisons de cet endettement, de cet argent. Oui. Hein? Si nous finançons le développement à partir de l'endettement, ce serait certainement une bonne chose. On connaît. Est-ce qu'on l'a fait? Il y a beaucoup de gens qui se sont élevés en disant, mais oui, personne ne sait l'usage qu'on a fait de ces emprunts. Oui, mais si nous n'avons pas les capacités de pouvoir nous enrichir à partir de l'endettement, donc je crois que c'est dans cet aspect-là qu'on dit l'endettement que c'est une mauvaise chose. Maintenant, si l'argent de l'endettement est mieux utilisé de façon à renforcer la production nationale et à pouvoir permettre au pays de rembourser sans grande difficulté l'argent emprunté, ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que dans nos pays, généralement, l'endettement en soi est considéré comme une mauvaise chose parce que l'argent de l'endettement est, dans la plupart des cas, très mal utilisé. Bien. Oui, pour compléter l'aspect que développe James, effectivement, l'endettement n'est pas une mauvaise chose. Même les États-Unis sont les oui, mais seulement le FMI, la Banque mondiale. Vis-à-vis de la Chine, là encore. Vous allez voir. Le FMI, la Banque mondiale recommande des prêts concessionnels. Hein? Donc, il faut éviter une catégorie de dette dans laquelle nous sommes tombés. C'est la catégorie de dette auprès des privés, auprès des banques, auprès des institutions privées, surtout la catégorie de dette gagée sur le pétrole. Mais lorsqu'à l'époque, on vous empêchait, on vous fermait. Tant mieux. Mais voilà les mauvaises dettes auxquelles qu'on a fait hier. Aujourd'hui, on a tiré les leçons. Il fallait bien aller voir Oxy pour pouvoir avoir les 150 millions pour pouvoir financer les élections, il ne faut pas faire ça. Les prêts gagés sur le pétrole, c'est une mauvaise pratique. Il faut aller faire des prêts concessionnels auprès des institutions internationales ou auprès des États. Très bien. Mon cher Labi. Alors finalement... Allô? Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne? Oui, je suis à l'antenne, bonsoir. On vous écoute, votre question. Le grand problème sur... l'argent endetté, c'est quoi? C'est bien ficeler les dossiers. Quand on n'a pas bien ficelé les études et les dossiers, souvent, les projets échouent. Voilà l'endettement. Quand les dossiers, les projets échouent sous les projets, voilà comment on s'endette. L'État, les gérants doivent bien ficeler d'abord le dossier avant d'engager le pays. C'est ça le problème. Merci. Il faut bien ficeler le dossier. Mais quelles sont les contraintes, finalement, qu'impose le fait d'avoir accédé au point d'achèvement à l'initiative PPTE? Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'amusent avec le téléphone. Ce n'est pas la peine de le faire passer à l'antenne. Des contraintes. Des contraintes qui finalement, ce n'est pas sans contrainte que le Congo doit jubiler d'avoir vu une partie de sa dette s'effacer. Demain, il a beaucoup plus d'exigences finalement, pour pouvoir... Oui, il y a des exigences. Je crois que en nous effaçant une grande partie de la dette, ce n'est pas pour rien, il y a des contraintes et je crois que il y a un certain nombre de conditions et à partir du moment où cette grande partie de la dette est effacée et au moment où nous attendons également dans quelques jours ou sinon dans quelques semaines également la rencontre avec le club de Paris et de Londres pour poursuivre effectivement cette politique pour que nous soyons pratiquement bien assis en tenant compte non seulement de l'allègement de la dette au niveau de la Banque mondiale et du FMI et également du Club de Paris et du Club de Londres
il y aura, comme vous aviez dit, un certain nombre de conditionnalités. Nous n'allons plus nous comporter comme nous nous sommes comportés avant, où on pouvait brader le pétrole pour acheter les armes, pour s'entretuer entre nous. Nous n'allons plus nous endetter pour prendre de l'argent et payer les salaires, ou encore, je ne sais pas, quel droit sous pression des syndicats. Mais cette fois-ci, il faut être optimiste que les leçons du passé vont nous donner beaucoup plus comment on pouvait dire, ce qui s'est passé va nous donner beaucoup plus de leçons pour que nous partions cette fois-ci sur une nouvelle base, mais en tenant compte évidemment de la bonne gestion. Et cette bonne gestion doit être, je crois, assistée par ces institutions, parce qu'eux, ils vont annuler la dette, ils vont nous accorder un certain nombre d'avantages. Mais cette fois-ci, je crois que par le passé, ils ne nous ont pas assistés directement. Mais cette fois-ci, je ne suis pas économiste, mais je crois que ce sera ça la leçon. Excusez-moi, monsieur Labi, sans langue de bois, puisque vous avez l'habitude aussi de disséquer les gens chez vous là-bas à Radio Liberté, est-ce que vous pensez qu'avec le même personnel politique, qui a eu les mêmes pratiques, puisse aujourd'hui avoir un comportement différent de celui qu'il avait hier? Mais la gestion du pays, ce n'est pas seulement avec le président ou avec son gouvernement. Nous ne parlons pas du président, oui, nous parlons des hommes. Les acteurs ici, ceux qui doivent gérer le pays, il y a le gouvernement, il y a les syndicats et il y a la société civile. Très bien. Tout ce monde-là doivent être... ils doivent avoir leur main dans la pâte pour effectivement gérer le pays. Et je serais content si un syndicat se lève pour dire, par rapport à ce que nous sommes avec les institutions financières internationales, et là nous déroutons. À ce moment-là, vous verrez que l'homme politique, bien qu'il est habitué... Prenons d'abord le monsieur qui s'impatiente. Bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Bonsoir. Je vous félicite, je félicite la DIA-TV pour cette émission. Merci beaucoup. Qui donne le droit au public de pouvoir interagir avec ceux qui sont sur le plateau. Personnellement, je crois que l'initiative PPTE, ça a été un grand enjeu pour le Congo et pour la plupart des pays africains. Mais le plus dur pour moi, c'est la prise de conscience de nos gouvernants à pouvoir mener les réformes par nous-mêmes. Parce que à travers cette initiative, je crois que ça montre un peu l'incapacité de nos dirigeants africains à mener par eux-mêmes les réformes. Concernant par exemple la bonne gouvernance, tout doit venir de l'extérieur. On ne peut pas s'autodiscipliner s'il n'y avait pas la Banque mondiale et le FMI. Que serions-nous devenus? C'est un peu le message. Parce que sans la Banque mondiale, sans le FMI, on n'est pas capable d'assurer par nous-mêmes notre bonne gouvernance. Aujourd'hui, le Congo va avoir 50 ans. Quelle est l'image que nous donnons? Voilà un peu la contribution. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur Sony, je voulais ajouter pour donner. Oui, dans quelques jours, on aura 50 ans. Doit-on toujours attendre que quelqu'un vienne nous donner l'éclairage à ce téléspectateur qui a appelé tout à l'heure? Nous sommes des pays sous-développés. Nous vendons notre pétrole, nous vendons notre bois, nous vendons nos services. Les prix généralement sont fixés par ces pays. Très bien. Et qui sont ceux que nous appelons les pays riches. Et nous ne pouvons pas parfois amorcer des réformes ici sans tenir compte de leurs exigences. Vous avez... j'ai suivi le président s'asseoir avec les syndicats. Qu'est-ce que vous voulez légitimer? Non, je voulais dire que malgré les réformes, on peut dire qu'on a mal géré. Nous échappe, c'est ça? Nous pouvons dire qu'on a mal géré, mais il faut tenir compte aussi du fait que lorsque nous engageons dans une réforme, il y a le poids de cette domination qui existe toujours, capable de nous dévaluer la monnaie, capable de nous fixer. Mais parce que, regardez, le plan quinquennal pourquoi ça doit arriver seulement dans les pays comme les nôtres et le Venezuela qui peut refuser finalement de ne pas faire partie pourquoi ça doit arriver Ça dépend de beaucoup de choses, je crois que l'économiste... Allô? Oui. Bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Allô, bonsoir. Vous êtes à l'antenne.
merci pour votre émission. Je pense qu'elle est utile. Merci. Mais j'ai comme l'impression que vos invités là ne sont pas, pour ce qui concerne le Congo, ne sont pas aptes à expliquer un peu les enjeux de cette initiative. Donc de l'effacement de la dette. Je pense qu'il aurait fallu que vous invitiez à Chevola, que vous invitiez des économistes qui doivent discuter des enjeux. Parce que là, vous êtes en train de parler de l'histoire. Bon, on n'est plus là. Maintenant, il faut savoir ce qu'on doit faire de cet effacement de la dette. Parce que les vrais enjeux, c'est les enjeux du présent, de l'avenir. Vous voyez? Moi, je pense que de mon point de vue, il aurait fallu, pour éclairer l'auditoire, pour éclairer les gens qui vous regardent, d'appeler des compétences, notamment dans le domaine de l'économie, pour qu'ils expliquent les vrais enjeux en tenant compte du projet de société du président de la République. Parce que vous tournez en rond, vous parlez un peu politique. Quand je vois les monsieur de Radio Liberté, je vois monsieur de, je sais pas moi, du journal La Semaine, ça c'est des débats très théoriques qui n'apportent pas grand-chose aux gens qui vous regardent. Ça, je vous dis, le deuxième aspect du problème, c'est que vous n'avez pas en face de vous, par exemple, des députés. Parce que eux, ils auraient perçu cette affaire-là. Il faut qu'ils soient capables, c'est les représentants du peuple, il faut qu'ils soient capables d'expliquer où est-ce qu'ils vont avec cette affaire de l'initiative PPTE. Parce que aujourd'hui, le Congo est en arrêt. Rien ne marche. Rien ne marche. Et donc, il faut qu'on se regarde tous dans les yeux pour discuter de ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui. Quels sont les projets? Moi, j'ai regardé la dernière fois, il parlait des gens, des travailleurs qui avaient bradé les entreprises publiques. Il était le président de la République. Il parlait de ceux qui ont, pendant certaines années, bradé les efforts des travailleurs. Vous voyez? Et donc, moi je pense que vous devez, à la télé, inviter les gens qui sont capables, parce que c'est des discussions. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui des efforts que le gouvernement... Merci beaucoup. Mon cher, je voulais juste... C'est une intervention qui... oui, mais je vais vous accorder la parole. Je voudrais juste recadrer les choses, dire ceci, que le débat est ouvert. Hein, et que ceux qui sont sur ce plateau, nous le lisons très souvent. Hein, les analyses qui sont portées dans les journaux qu'ils publient, ce sont ces analyses-là qui nourrissent parfois nos réflexions et qui poussent à ce que nous puissions organiser ces plateaux. Par contre, nous avons l'habitude d'inviter ce qu'aujourd'hui le jargon populaire appelle les personnes ressources dans tel ou tel domaine. Que ce soit les députés, les responsables qui travaillent dans les ministères, ils ont ce qu'ils appellent aujourd'hui, entre guillemets, l'obligation de réserve. Alors, si les gens pensent qu'ils ont cette obligation de réserve qui les empêche de venir au devant des médias parce qu'ils doivent avoir d'abord le sceau de la primature ou de la présidence de la République, nous allons passer notre temps à tourner en rond. Et nous allons débattre avec ceux qui sont capables de venir. Mais l'espace est ouvert. Il faut que les gens sachent que nous invitons les personnes ressources, entre guillemets, pour venir débattre de toutes ces questions. Et parfois, à la dernière minute, nous avons le plateau vide. Voilà. Mon cher Joachim Banda, oui, non, mais je voulais dire l'intervention du téléspectateur de tout à l'heure n'est pas pertinente. Il se contredit même, malheureusement, parce qu'il nous reproche de faire des interventions politiques. Et permettez que l'autre intervenant qui est là puisse s'exprimer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, mais je venais effectivement pour réagir un peu à la réaction de l'interlocuteur qui venait de parler tout de suite. Il y a eu quelqu'un qui venait de réagir. Donc, moi, je réagis pour dire que je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce monsieur. Pour une partie, parce que vous êtes normalement libre de pouvoir inviter tout le monde, parce que c'est un débat social.
un débat social. Aujourd'hui, ça peut être des économistes, demain, ça peut être des députés, après-demain, ça peut être des hommes de la cité, des gens qui ne connaissent rien. Donc, le débat est ouvert à tout le monde. Hein, donc, c'est pas une affaire de s'excéder de tous spécialistes pour des questions que nous savons tous qui aujourd'hui sont démystifiées par les journaux, par les télévisions, par l'Internet. Donc moi je pense que ce monsieur doit comprendre que je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire qu'il faut que les gens essaient de regarder, enfin les gens essaient de discuter ensemble, mais il faut qu'ils sachent qu'il faut que ce soit toute la société et que vous avez donc, comme je dis, je le répète, vous avez donc pour vous effectivement cette responsabilité de pouvoir inviter tous ceux-là qui sont susceptibles de donner l'information à la population ou donner l'information à vos auditeurs. Donc je vous demande. Merci beaucoup. Oui. Bon, mon cher, je pense que finalement, c'est ce qui a été dit. Hein, nous n'allons pas rentrer. Oui. Mais maintenant, pour revenir... Nous revenons dans le sujet. Pour revenir dans le sujet, l'enjeu, donc l'un des points. Voilà. Vous savez que il n'y a rien à inventer de ces programmes-là. Hein. Quand on rentre dans l'initiative PPTE, tout est cadré. Il y a un programme qui est fait, il y a des critères qui sont... Voilà. Et parmi c'est ce qu'on appelle les déclencheurs. Le Congo avait 8 déclencheurs pour pouvoir accéder au point d'achèvement. Et parmi les déclencheurs, vous le savez, il y a la mise en place du DCRP, le document stratégique de réduction de la pauvreté. Voilà. Et sa mise en œuvre. Et quand dans l'édito je dis le plus dur ne fait que commencer, mais parmi les plus durs justement, c'est la réalisation de ces déclencheurs-là et notamment la réalisation du DCRP. Donc les fonds dégagés par la remise de dettes vont être dépensés, voilà, oui, dans le cadre du DCRP. Et si vous avez le document, le DCRP, vous allez voir que ça touche au spectre un peu de la vie sociale. Tout à fait. Hein? Aujourd'hui, par exemple, il y a un projet qui a été lancé par la Banque mondiale, c'est le PEDU, pour l'eau et l'électricité à Brazzaville et à Pointe-Noire. C'est un projet qui touche directement la vie des citoyens. Et ce projet a été rendu possible grâce à l'atteinte du point d'achèvement. Donc, quand on rentre dans un programme, tout est prévu. Nous, on ne fait qu'expliquer, mais tout est prévu. C'est possible aussi qu'on puisse le remettre en question si jamais on avance petit à petit. Là où il y a des difficultés, on peut reprendre, on peut revoir, ainsi de suite. Mais il y a un programme qui est établi. Monsieur James. Oui, pour compléter ce que vient de dire Mbanza de la Semaine africaine, je dirais que l'atteinte par le Congo du point d'achèvement de l'initiative PPTE met à la disposition du Congo un certain nombre de ressources. En fait, il s'agit des ressources qui devraient en principe être affectées au paiement de la dette, qui restent maintenant disponibles pour résoudre les questions d'ordre économique, des questions d'ordre social que nous avons dans le pays. Mais excusez-moi, mais j'ai suivi le président de la République qui a dit nous n'avons pas d'argent à se partager, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent quelque part. Quand il a reçu les syndicalistes, bon, il vaut même peut-être expliquer ça, hein, pour ne pas que les gens pensent que nous avons de l'argent stocké quelque part. À partir de la réduction de cette dette-là, nous allons prendre de l'argent, nous allons jeter par la fenêtre. Le chef d'État dit non, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Oui, mais même quand nous avions élaboré le fameux DCRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, j'ai toujours pensé, en ce qui me concerne, qu'il n'y a pas de lien direct entre réduction de la dette et réduction de la pauvreté. Parce que, à mon avis, le problème de la pauvreté réside dans la gouvernance qu'il faudrait améliorer. Si on améliore la gouvernance, on va nécessairement aboutir à une réduction de la pauvreté. Mais je ne crois pas que les ressources dégagées des annulations de dettes soient uniquement affectées pour les besoins à caractère économique. Il faudrait voir également le social. Dans le social, je vois également les améliorations en ce qui concerne le traitement des fonctionnaires. Je crois que c'est un passage obligé. Parce qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le projet du chef de l'État,
le chemin d'avenir, il nous propose l'industrialisation et la modernisation du pays. Industrialisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont produire des biens, mais qui va les acheter si les gens n'ont pas de moyens? Donc, d'une part, il faut améliorer les infrastructures, de l'autre, il faut voir le côté social, le volet social. Je vais vous prendre quelques chiffres. Vous savez, le Congo ne vit pas en vase clos. Hein, il a des rapports qu'il entretient avec d'autres pays. Nous avons des pays au niveau de la sous-région. Regardez, j'ai aujourd'hui, à travers le site internet, glané les informations concernant le Gabon, qui est l'un de nos voisins. Vous savez que le Gabon a, au niveau de sa fonction publique, 50 000 agents. Et la masse salariale au Gabon est de 320 milliards de francs CFA. Masse salariale pour 50 000 agents. Mais chez nous, au Congo, nous avons une fonction plus de 80 000 agents, avec une masse salariale qui tourne autour de 188 milliards de francs CFA. Donc, c'est déjà un problème. Et puis, quand vous voyez aussi au niveau des budgets, aujourd'hui, nous avons le budget le plus élevé de toute l'Afrique noire francophone. Nous avons 2818 milliards prévus. Dans les 2818 milliards, nous avons 188 milliards seulement pour le traitement des fonctionnaires. Ça pose déjà un problème. Je crois que nous n'allons pas vers un libéralisme qui ne dit pas son nom parce qu'il y a un désengagement. Donc, c'est un élément qui est important. Autre élément, je continue toujours de mes comparaisons. Vous savez que le Gabon a un budget cette année de 2097 milliards de francs CFA. On dirait proportionnellement à sa population. Mais je prendrais également un autre. Oui. Mais regardez, en ce qui concerne la masse salariale, on dirait aussi proportionnellement à la taille de sa fonction publique. Je prendrais un autre pays comme le Cameroun, qui a un budget de 2570 milliards de francs CFA. Vous pouvez consulter les sites. Vous allez voir 2570 milliards de francs CFA. Qui peine aussi à accéder au point d'achèvement. Oui, et qui également a accédé au point d'achèvement. Qui peine à mettre. Non, le Cameroun a accédé au point d'achèvement. Donc, quand on essaie de comparer, quand on essaie de voir, on se dit que aujourd'hui, je crois que si nous voulons que nous réussissions dans la démarche que nous avons adoptée, qui consiste à industrialiser notre pays, donc à augmenter l'offre de produits, nous devrons aussi résoudre coûte que coûte la question de la demande. La question de la demande voudrait que les rémunérations soient revues à la hausse. Vous savez que l'un des critères qui montre le développement d'un pays, c'est aussi la contribution du facteur travail, qui est le facteur primordial. La contribution du facteur travail à notre production nationale. Vous savez que les travailleurs congolais sont démotivés. Ils sont démotivés. Mais aujourd'hui, il y a d'abord cette priorité-là. Fallait-il, oui ou non, alléger cette dette-là? On est arrivé à cet allègement. Après, les questions de gouvernance, comment ça va prendre en charge? Ça, c'est contenu dans le projet de société de celui qui était candidat, qui est devenu maintenant président de la République, et certainement qui va prendre ça en considération. Mais pour ce qui concerne la dette, c'est peut-être cela, le fait qu'on a une espèce de bouée de sauvetage avec une partie de 3100 milliards qui vont être, si jamais le club de Paris de Londres nous donne un coup de pouce, ça sera quasiment près de 3100 milliards qui seront effacés, annulés. C'est quand même une aubaine pour notre pays. Oui, non? Monsieur Sony. Après, on peut revisiter l'histoire. Ce que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de l'argent distribué, comme a dit le président Larue, vous l'avez cité tout à l'heure. Non, je crois que la dette a effacé presque la totalité de la dette qui est effacée. Mais nous ne pouvons pas oublier que le président, le 31 décembre, j'ai son discours ici, je le cite. Allez-y. Nous croyons en effet, sans triomphalisme et sans optimiste béat, que le jour n'est plus loin, que bientôt, très bientôt, nous devrions atteindre le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPT. Il a dit la vérité, non? Nous serons ainsi récompensés de nos sacrifices, de nos privations et de nos efforts. Mais il n'y a pas de contradiction là. Le Congolais a donc... non, mais pendant 25 ans, les gens se sont battus à chercher... Le peuple congolais n'a pas écouté les démagogies, comme a dit le président dans son discours. Le peuple congolais s'est sacrifié. Le peuple congolais a attendu depuis 25 ans
Et aujourd'hui, avec cet allègement de la dette, parce que, M. Soni, vous savez par année combien le Congo payait pour cette dette-là? Mais c'était beaucoup d'argent. Justement. Et qu'aujourd'hui, cette dette-là est presque effacée. Et que qu'est-ce que le fonctionnaire congolais doit attendre? Bon, je ne suis peut-être pas seulement autour du fonctionnaire, mais au-delà du fonctionnaire, qu'est-ce que le Congolais doit attendre? Comme a dit l'économiste, industrialiser le pays, c'est bien beau. Mais moi qui suis l'acteur, parce que dans toute chose, c'est la personne qui est au centre. Et cette personne-là qui est dans la misère totale et qui n'a pas écouté les démagogies, comme a dit le président. Cette personne-là qui a construit des efforts. Il faut faire deux lectures. Entre la lecture qui était celle qu'on peut porter sur le projet de société du candidat devenu aujourd'hui président de la République, pour lesquels il prend en compte un certain nombre de ces questions-là, et aujourd'hui faire face à cet endettement qui était considéré comme un goulot d'étranglement pour notre économie, quels que soient les candidats ou les chefs d'État qui allaient passer. Là, que ça soit là, qu'il ne soit plus là, celui qui viendra, c'est qu'il a trouvé un passe-parole, si on peut dire, un terrain assez déjà assaini au niveau de la gestion de cette dette-là. Mais non, voilà pourquoi je disais que il peut dérouler sa politique. N'interprétons pas mal l'idée du président de la République. Personne n'interprète, nous ne faisons que le citer. Qui dit qu'il n'y a pas de l'argent à se distribuer, mais il y a à partir de l'effacement de cette... Non, c'est pour faire comprendre à nos compatriotes que cette dette-là ne veut pas dire que quelque part nous avons 3100 milliards qui sont engloutis quelque part et que nous allons prendre pour donner, pour augmenter les salaires, pour augmenter les fonctions, etc. Ce n'est pas ce qu'il a dit. On va adapter une stratégie en ayant une gestion beaucoup plus rigoureuse. Je crois que c'est un peu les mots qui sont sortis de sa bouche, mais je ne veux pas le caricaturer. Je préfère qu'on aille à la régie pour écouter les propos et rendre à César ce qui est à César. Si à la régie, on peut nous donner l'extrait du chef de l'État, lorsque... De nombreux Congolais, peut-être de l'intérieur aussi. La vie, tu comprends? De l'extérieur aussi, apatrides. Inondent le site internet de mensonges sur la gestion du pays, l'argent du pétrole, etc. Mais les résultats sont ceux-là. Parce que nous avons exécuté avec rigueur un programme dans des conditions dures et nous avons pu obtenir entre 2004 et 2009 une réduction substantielle en annulation de la dette de plus de 1700 milliards de francs CFA. Et maintenant, avec l'atteinte du point d'achèvement, nous avons de nouveau obtenu près de 1000 milliards de francs CFA d'annulation de la dette, ce qui amène au total à un peu plus de 2700 milliards de francs CFA d'annulation de la dette sur les 4100 milliards. 2700. Comprenons-nous bien, il s'agit de l'annulation de la dette. Parce que d'aucuns croient que ces milliards-là, c'est l'argent que nous avions ici et qu'au lieu de payer à l'étranger, bon, là, cet argent existe ici, nous le gardons, donc on peut se le partager, on peut maintenant faire la fête. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'argent que nous devions payer et parce que nous ne pouvions plus payer. Et à travers l'exécution des programmes, il a été annulé. C'est un bienfait pour notre pays, pour l'avenir. C'est-à-dire que, bon, ainsi, les moyens dont nous pouvons disposer dans nos budgets à venir, nous allons, au lieu de payer la dette, nous allons les consacrer au développement de notre pays, la réalisation des infrastructures pour le pays,
à l'industrialisation de notre pays, à la modernisation du pays, à la création d'emplois, à l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs, pourquoi pas, à la lutte contre la vie chère, mais à l'amélioration de la vie de manière générale. Mais c'est tout un départ favorable pour notre pays. Nous démarrons là avec l'annulation de la dette dans de bonnes conditions. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent, ne pas être euphorique, ne pas se tromper. J'ai essayé de vous dire rapidement à quel moment, quelques moments d'égarement, d'euphorie, d'irresponsabilité, et nous ont créé beaucoup de tort aux travailleurs et à l'ensemble du pays. Alors, aujourd'hui, 2700 milliards de dettes du Congo annulées. Peut-être que si le ministre des Finances, dans les prochains mois, se bat bien, on pourrait obtenir encore quelques 400 milliards de francs CFA annulés au niveau du Club de Paris ou de Londres. Le tout, nous pourrions à ce moment-là atteindre les 3100 milliards de francs CFA d'annulation de la dette. Sur les 4100, vous voyez que c'est quelque chose d'extraordinaire qui place notre pays dans de bonnes dispositions de redémarrer la construction, de faire attention, ne pas poser ici et là des actes inconsidérés qui pourraient remettre notre pays en difficulté. Donc, rigueur dans la gestion, dans la gouvernance, la gestion des budgets. Voilà. Donc, je crois que vous avez suivi l'extrait. La prudence et ne pas prêter à l'euphorie. La prudence. Mais M. James Ngaleba, vous avez quand même quelques réponses. Que cette masse-là va nous permettre de réorienter notre stratégie vers la réduction de la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie et également de créer des emplois. Donc, si on dit cela, certainement qu'en prenant en considération la situation des fonctionnaires que vous évoquez à l'instant même. Mais pourquoi ne devons-nous pas laisser exprimer notre joie, mon cher Mbanza? Quand le président dit qu'il faut être prudent et ne pas céder, ne pas être euphorique. Alors que là, ce sont des bonnes nouvelles qu'on nous annonce. Mais oui, des bonnes nouvelles. Tout à l'heure, l'avait bien souligné. C'est que dans le passé, il y a eu des comportements, il y a eu des erreurs qui ont fait que nous arrivons à un niveau excessif de la dette. Donc aujourd'hui, il faut avoir un comportement responsable. Il ne faut pas se laisser aller à l'euphorie pour justement tirer profit de ces bonnes nouvelles, des avantages qui se présentent à nous. Et je crois que c'est cela qui pourra faire qu'on soit constructif et qu'on puisse progressivement faire face aux défis qui sont les nôtres, aux défis de développement, aux défis aussi de la lutte contre la pauvreté, aux défis de la revalorisation du pouvoir d'achat des travailleurs, ainsi de suite. Donc il ne faut pas, pour être court, c'est-à-dire qu'il ne faut pas enfermer les choses dans la simple revendication syndicale, qui consiste à avoir l'augmentation de salaire. Monsieur James Ngaleba est l'un des syndicalistes, c'est un économiste qui manie bien la rationalité. C'est une question qui doit s'insérer dans un ensemble. Et donc ça va venir inévitablement, puisque les conditions sont créées. Et ça va venir inévitablement. Donc moi je pense que le pays a fait des bons choix. Et si on devient... Enfin,
on demeure sage dans la gestion, on évite d'être euphorique, on peut effectivement arriver à ces fruits-là. Très bien. Alors, prenons des mots. Rigueur dans la gestion. Dans ce cas contexte, dans ce contexte, pardon. Oui. Comment on peut définir ce que le chef de l'État a dit, rigueur dans la gestion? Bonne gouvernance, ça veut dire... Bien, rigueur dans le contexte d'aujourd'hui. En ma qualité d'économiste, je voudrais dire que la rigueur de la gestion voudrait que nous puissions élargir un peu notre base productive en augmentant à la fois les deux facteurs disponibles, le facteur travail et bien évidemment le facteur capital à travers les infrastructures. Très bien. Excusez-moi. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui, bon, c'est M. Gakoso, je vous appelle de Salangay. Bonsoir, M. Gakoso. Bonsoir. On vous écoute. Alors, je voulais dire que la situation des fonctionnaires aujourd'hui n'est pas liée à l'augmentation des salaires. D'abord, vous savez que depuis 1994, il y avait l'État congolais a un contentieux avec les fonctionnaires. Donc il y a d'abord une situation de ce contentieux qu'il faut résoudre. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les fonctionnaires sont en train de revendiquer les augmentations des salaires. On peut faire de ce problème un problème de campagne. Non, nous ne réclamons pas les augmentations de salaire. Les fonctionnaires n'ont pas pour le moment besoin d'augmentation de salaire, mais de régulariser d'abord les situations qui est suspendue. Quand nous avons parlé en termes d'augmentation. Parce que en suspendant les salaires en 1994, la situation n'est plus la même aujourd'hui. La situation n'est plus la même aujourd'hui. Donc il faut regarder ce problème d'abord en termes de régularisation de la situation des fonctionnaires au regard, n'est-ce pas, des avantages que le Congo vient d'avoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que non, les Congolais réclament les augmentations. Non. Et c'est ce qui se nous engage, le discours politique aujourd'hui. Non, ne réclamez pas comment on appelle, ne réclamez pas l'augmentation des salaires. Mais je ne pense pas que ça puisse être... Si, mais c'est un aspect quand même qui demande un peu de commentaires. Allez-y. Je crois quand même que le pays a fait des avancées même sur cette question. Vous savez, la commission, ou disons le dialogue donc social dans le cadre de la trêve sociale a abordé tous ces aspects. Je crois qu'il y a eu une réflexion, pas seulement une réflexion, mais il y a eu il y a toute une documentation, il y a des choses qui sont prêtes quand même pour pouvoir aborder ce volet-là. Et Labi l'a rappelé, le président de la République dans son discours, il a dit mais nous sommes proches. Nous sommes proches. Si nous avons fait un long chemin, mais il reste un petit chemin à faire. Faisons-le. Je crois que c'est ça le discours de l'homme politique. Les économistes disent on ne distribue que ce qu'on a produit. Qu'est-ce que nous avons produit pour pouvoir distribuer? C'est-à-dire que les efforts qui ont été faits, mon cher Paul, les efforts qui ont été faits pour arriver au point d'achèvement, où le fruit est la réduction de la dette, permet au pays de pouvoir dégager des ressources, de pouvoir réorienter vers les activités productives et répondre aussi aux questions sociales. C'est ce qui est dit. Mais voilà, ça va se faire. Ça va se faire. On est arrivé au point d'achèvement, mais c'est sûr que dans les mois, les années qui viennent, c'est des questions qui vont être abordées. Donc je crois que le gouvernant n'a pas dit non. La question a été mûrie, a été étudiée. On est arrivé pratiquement, je crois que même au niveau des négociations, c'est à partir de 2010 qu'on devrait lancer. Le chef de l'État a dit non. Comme on est en négociation avec les partenaires de Bretton Woods, autant mieux attendre. Autant mieux qu'on soit patient. Mais voilà que déjà, une première preuve est arrivée, c'est l'atteinte du point d'achèvement. C'est sûr que parce que là, on a pris des mesures, mais après, il faut que ces mesures-là rentrent en pratique. Et il faut du temps pour qu'elles rentrent en pratique, pour qu'elles produisent leurs effets. Et je crois que quand ces mesures de réduction de dette vont produire leurs effets, je crois que ces mesures-là vont être appliquées. Salutaire pour tout le monde. Labi, mais rapidement, on va prendre quelqu'un en ligne et puis après vous allez réagir. Bonsoir, vous êtes en antenne. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes en antenne, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. C'est M. Ibarra de Pouende. Bonsoir, M. Ibarra. Bon, je me rends compte que nous sommes en face des journalistes qui font du pilotisme.
Parce que vous savez que dans ce pays, les fonctionnaires congolais, au moins 15 ans, ne vivent pas mieux. Les maisons ont augmenté, le prix d'achat sur le terrain a augmenté. Comment voulez-vous que l'on attende alors que chez les militaires, chez les magistrats, les salaires ne cessent d'augmenter? Donc on a comme une politique de 2 poids 2 mesures. Il faudrait que le gouvernement, en améliorant les conditions des magistrats, des militaires, puisse également améliorer les conditions du reste des fonctionnaires. Il n'y a pas que les mesures. Je crois quand même que si vous avez suivi juste le petit extrait du chef de l'État, il a bien dit que cet argent sera réorienté pour améliorer le pouvoir d'achat de nos compatriotes, procéder à la création d'emplois, donc à l'emploi des jeunes, etc. Donc tout cela... Monsieur Sony, oui, lorsque vous faites le micro-trottoir, il suffit seulement de faire le micro-trottoir dans les rues de Brazzaville. Vous allez entendre que tous ces citoyens qui vont parler, ils vont dire le PPTE, nous avons eu de l'argent. Voilà pourquoi il faut qu'on leur explique. Expliquons. Mais expliquons là maintenant. Nous devrions dire ceci, que la dette a été presque, la totalité presque effacée. En attendant bien sûr avec le club de Londres et de Paris. Mais vous savez que le Congo, aujourd'hui, notre masse salariale, ça représente 5% de notre budget national. Alors au Gabon, c'est 18%. Au Cameroun, c'est 29%. Le budget du Cameroun. Alors, nous, avec les 5%, nous ne pouvons pas... Est-ce que nous ne pouvons pas, avec tout ce qu'on a obtenu là, on n'a pas obtenu de l'argent, mais on nous a libéré un peu. Ce qu'on devrait donner, ce qu'on devrait payer chaque année, aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire. Mais avec ce que nous pouvons avoir, puisque vous parlez de l'industrialisation, mais d'abord, il y a l'homme, il y a la lutte contre la pauvreté. Alors, dans cet élan-là, dans cette politique-là, si nous voulons effectivement que l'ensemble du peuple congolais continue toujours à écouter l'homme politique, mais il faut qu'il y ait de la justice. On ne peut pas comprendre que dans un pays, et qu'il y ait une catégorie d'hommes qui travaillent à l'État et qui chaque année doivent être toujours avancés avec effet financier, et vous en avez d'autres qui en réalité doivent toujours être là comme condamnés à vie. Et c'est ça, quand il y a l'injustice comme ça, et lorsque on parle de PPTE, il y a d'autres interprétations. Je parle sous le contrôle de mon ami qui est économiste ici. Il s'agit maintenant de réparer ces injustices. Ok, très bien. On prend quelqu'un en ligne et puis après on va revenir sur James. Bonsoir monsieur dans l'antenne. Il ne suit pas. Mais il ne faut pas non plus réduire la question de l'annulation de la dette à la simple question de l'augmentation des ressources des fonctionnaires. Autrement dit, on va dévier tout ce débat. Non, je ne crois pas. C'est une catégorie comme une autre. Avec l'atteinte du point d'achèvement, le Congo a suffisamment de ressources disponibles. Donc les ressources qui seraient affectées au paiement de la dette devraient rester disponibles pour à la fois la lutte contre la pauvreté, qui était le leitmotiv du DCRP, et à la fois pour améliorer la gestion de nos infrastructures. Ce n'est pas pour autant que ces priorités-là sont éteintes. Non, ces priorités-là existent toujours. Okay. Mais je crois savoir que l'amélioration de la rémunération du facteur travail est une condition absolument nécessaire au développement du Congo. Parce que le gouvernement ne devrait pas voir dans l'augmentation ou dans l'amélioration des rémunérations du facteur travail une simple dépense. Mais en réalité, c'est une source de recettes également pour l'État. Parce que si les rémunérations augmentaient, la consommation sera relancée, la production sera stimulée, les impôts, les taxes de l'État vont augmenter et l'État va utiliser. Donc on va évoluer à un niveau plus élevé. Donc on sera dans un cycle, je dirais, un cycle vertueux. Mais les syndicalistes aussi en 91 avaient fait la même analyse que vous et puis ils ont demandé à ce qu'on augmente les salaires. Non, 91, excusez-moi. Non, 91.
91, le débat 91, ce n'était pas un débat économique. Vraiment économique. C'était politique. Juste des règlements politiques. Voilà, très bien. Par rapport à l'année 1991, nous étions vraiment en difficulté en 1991. Il n'y avait pas de raison qu'on puisse augmenter les salaires en ce moment-là. Mais les gens avaient obtenu gain de cause. Maintenant, si on suit ce débat-là, on peut aussi arriver à beaucoup plus politiques, parce que les raisonnements politiciennes. Oui, mais le raisonnement économique aussi était tendu aussi. On peut quand même se réjouir de ce qu'aujourd'hui, avec le dialogue social, qu'il y ait eu une réflexion approfondie sur les mesures ou les questions qui touchent aux fonctionnaires, qui touchent aux travailleurs de l'État. Donc je crois que, je comprends très bien le téléspectateur qui parle de griotisme. Non, on est en train d'expliquer des aspects et je comprends très bien que pour le fonctionnaire, si la décision pouvait tomber aujourd'hui, demain matin, il se réjouirait bien. Je comprends très bien son attitude. Mais on explique les mécanismes pour démontrer qu'effectivement, tel qu'on est en train de partir, on va y arriver. On va y arriver. Le Congo a créé les conditions pour y arriver. Pour répondre à ce genre de questionnement. Voilà. Donc, pour éviter justement ce qu'on a vécu les travers du passé. Voilà. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. J'entends parler seulement de fonctionnaires. Je me demande si on prend la population du Congo qui nage dans les 2700 millions d'habitants, il y a au moins, je ne sais pas combien de fonctionnaires, je crois, moins de 100 000. Alors faites le ratio et on parle que des fonctionnaires. Donc comment le gouvernement... Alors, mon cher, oui. Le ratio qu'il demande, lui, il dit qu'il y a moins de fonctionnaires. Il y a moins de 100 000 fonctionnaires au Congo. Mais ce ratio-là, il faut le multiplier parce que un salaire de fonctionnaire ne nourrit pas moins de 3 personnes. Donc il faut quand même un peu plus de 3. Voilà. Quand on s'occupe des fonctionnaires, on s'occupe quand même d'une bonne proportion de la population du Congo. Et le reste, ils sont dans le secteur privé, informel. Mais bon, le secteur informel aussi, mais le président de la République a dit aussi, même dans le privé, il faut qu'il y ait dialogue. Donc je crois que le Congo a créé les conditions. C'est ce qu'on est en train de dire. Maintenant, c'est aux syndicats de pouvoir négocier en toute responsabilité. C'est ça les leçons qu'il faut tirer. Négocier en toute responsabilité, en tenant compte du contexte, en tenant compte des programmes que le pays est en train d'exécuter avec les institutions de Bretton Woods pour pouvoir défendre les intérêts des travailleurs. Donc je crois que on n'empêche pas que les syndicats défendent les intérêts des travailleurs, mais il faut le faire de telle sorte que, parce que si on l'avait fait avant par exemple, et qu'on n'ait pas accédé au point d'achèvement, vous vous rendez compte dans quelles conditions on aurait placé le pays? Donc je crois que c'est ces erreurs-là qu'il faut éviter, mais je comprends très bien qu'il y a cette mesure-là, effectivement, où on a suspendu les effets liés aux avancements, aux promotions dans la fonction publique, et l'économiste a développé un aspect important, c'est la stimulation. Donc je crois que même c'est dans l'intérêt du gouvernement de pouvoir regarder ces mesures-là. Ne faut-il pas moderniser cette fonction publique? Est-ce qu'elle est efficace? Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, monsieur Sony. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Écoutez, excusez-moi, mais vous savez, beaucoup de Congolais sont en train de suivre l'émission. Merci. Et ils dépensent leur argent, vous voyez, le numéro est surtaxé. Essayez de rendre le débat digestible pour la majorité congolaise. Vous voulez payer une idée aux Occidentaux. Maintenant, on a annulé une bonne partie de cette dette. Que compte faire l'État congolais du chapitre qui était versé à payer la dette? L'État a beaucoup de priorités. Posez la question aux responsables. Et qu'est-ce que l'État veut faire d'abord? Améliorer l'infrastructure pour la production, ou bien l'État va s'occuper à la question sociale terre à terre avec les salaires? Posez des questions et puis dites ça à la population, comme ça on sait que la... Très bien. Mais je pense aussi, non, je crois que c'est le même débat. On va revenir sur les... Il faut qu'aussi les Congolais s'informent. Moi je vous donne un exemple. Il vient d'être lancé un projet qui a un impact social, qui a un impact direct sur la vie des gens. C'est le PEDU, le projet eau, électricité pour le développement urbain à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ce projet représente une enveloppe de 150 milliards de francs CFA.
la Banque mondiale va apporter 50 milliards, le Congo 100 milliards. Mais ces 100 milliards... Ce projet a été rendu possible grâce à la cession du Congo. Mais voilà, donc il faut aussi que les Congolais s'informent. Donc les 100 milliards ne tombent pas du ciel, sortent bien du budget. Et c'est possible parce qu'il y a eu le point d'achèvement. Donc je crois que... Et ça, c'est un exemple. Il y a bien d'autres exemples. Il y a le DCRP. Le DCRP, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est le financement des projets à caractère social. Ça, c'est prévu. Mon cher Joachim Banza, je ne sais pas s'il pouvait aussi expliquer à nos compatriotes qu'il y a un volet social dans ce projet qui vient d'être financé par la Banque mondiale avec le gouvernement en ce qui concerne l'accession à l'eau et à l'électricité. On voit quand même tous les Congolais chaque jour se lamenter qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité. Oui, mais c'est vrai que ça a mis du temps. Aujourd'hui, ils peuvent avoir voilà ce projet qui est lancé. Donc, il y a un caractère social. Il faut souhaiter qu'il soit réalisé. Un peu de pédagogie pour que nos compatriotes comprennent. Ok, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Mais il faut aussi les compatriotes s'informent. Mais je crois qu'il y a un avis que je ne partage pas tout à fait. Allez-y. C'est l'avis qui consiste à dire que on ne pourrait pas améliorer la condition sociale tant qu'on n'a pas diversifié notre économie. Mais je crois que les deux vont de pair. Diversification de l'économie, amélioration de la condition sociale. Parce que, mais comment on va diversifier l'économie? Comment on va diversifier l'économie si on n'améliore pas la condition sociale? Je crois que, parce que si nous diversifions l'économie, nous devrions nécessairement stimuler le facteur humain. L'homme qui est démotivé aujourd'hui, il ne va plus au travail tous les jours. Oui, mais est-ce que la fonction publique est aussi efficace? Il n'y a pas que comme une entreprise. Non, il n'y a pas que la fonction publique. Il y a d'autres secteurs, même le secteur privé, qui doit bénéficier des infrastructures de base. Ce que je voudrais dire, c'est que nous ne devrions pas... Il y a au moins 4 personnes sur un bureau. Ils sont tous de jours au Congo. C'est pas cette fonction publique-là que vous voulez. Nous ne devrions pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il faut diversifier les paniers. Il y a quelqu'un à l'antenne. Bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, il faut diversifier. Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir, monsieur, vous êtes à l'antenne. Bien, excusez-moi. Je vous en prie. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous savez que les Congolais ont beaucoup festoyé quand on a atteint le point d'achèvement. Et ce que je vous dis, vous ne savez pas combien de Congolais ont souffert pour que le pays arrive à ce point. Et vous ne savez pas aussi combien de Congolais ont perdu leur vie pour suivre la ceinture. Il y a eu des AVC dans les foyers. Maintenant que le Congo a atteint le point d'achèvement. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre les vannes à tout va? Tout simplement parce que le Congo atteint le point d'achèvement. Non. Il y a plusieurs interprétations. Je crois que le téléspectateur qui finalement est parti voulait nous parler sur cette question. Oui, bien sûr, mais votre préoccupation. Il y a aussi que j'ai suivi tout à l'heure le président de la République qui a reçu les syndicalistes. Mais j'ai écouté le président, malheureusement l'élément était un peu très court. Je ne sais pas si après le président, il y a des syndicalistes qui ont parlé, mais il est grand temps que les syndicalistes viennent ici sur ce plateau pour expliquer. Parce qu'en réalité, les Congolais, ceux qui travaillent, bon, bien que le pays, ce n'est pas seulement les travailleurs de la fonction publique, le pays c'est l'ensemble, mais tout à l'heure Mbandia a parlé qu'un fonctionnaire peut nourrir plus de 10 personnes. Mais il faut que ces syndicalistes-là qui défendent les intérêts des travailleurs arrivent ici, par exemple, sur ce plateau pour dire, bon, nous étions avec le président, où nous suivons l'actualité, nous suivons comment est-ce que notre pays a atteint le point d'achèvement, mais cet argent-là, ou ce qu'on on peut nous donner, ou ce que nous devrions produire, ça doit aller dans tel axe. C'est ça aussi leur rôle. Il ne s'agit pas d'aller en Pila, s'asseoir, écouter, enregistrer, et puis venir dans les petits bureaux pour dire que non, moi je suis syndicaliste. Ce sont les mêmes qui hier ont fait à ce qu'on augmente les salaires. Et ils ont accepté que lorsque le président de Souba arrive, on réduit les salaires. Aujourd'hui, ils sont en Pila pour écouter. Ils ont écouté, ils arrivent comme les prophètes. Excusez-moi, monsieur Souni, mais c'est leur rôle. Bien que donc les syndicalistes doivent expliquer. Parce que beaucoup d'entre eux, là, il y a même certains qui, j'ai lu dans la presse, qu'il y a eu une pétition contre certains dirigeants des centrales qui en réalité ne devraient même pas
être reçu par le président. C'est ça le rôle des syndicalistes. Et il y a aussi les membres du gouvernement et même jusqu'au DG, parce qu'il n'y a plus, il faut communiquer dans ce pays-là. Si le président n'explique pas, personne ne parle. C'est la bouche cousue partout. Ils ont l'obligation de réserve, donc il faut qu'ils aient l'autorisation de parler à Mpila ou à... L'autorisation du président de la République pour un ministre ou un DG. Ils ont l'obligation de réserve. Enfin, j'espère qu'ils auront le temps de comprendre que ces obligations de réserve-là risquent de tomber si jamais la rue prend la place du débat. Il y a quelqu'un en ligne. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Oui, je souhaiterais juste poser une question. Allez-y. En 2008, nous avons eu à épargner, je pense, 600 milliards. Non? Pour le budget. Il y a un économiste qui a parlé de 1000 milliards déjà, d'économie. Non, d'abord de 2008. Oui, allez-y. Et cette année-ci, il y a eu 1000 et quelques. Oui, c'est ça. Bon, où en sommes-nous avec les 600 qui ont été épargnés? Pendant ce temps, en 2009, on épargne 1000 et quelques. Et qu'est-ce qu'ils feront avec? Puisque après là, on ne rend plus compte de voilà, on a utilisé ceci pour ça. Puisque les fonctionnaires, vous-même connaissez les fonctionnaires congolais, comment ils gagnent leur vie. À quoi vont dépanner pratiquement presque la moitié d'un budget? Et par la suite, on ne rend plus compte, on ne sait pas. Est-ce que ça sert à quoi? C'est peut-être la question que je trouve vous poser. L'économiste pourra donner une réponse technique, mais les personnes ressources, entre guillemets, ça serait les députés qui votent les lois. Peut-être le président de la commission économique, non? Je crois que nous avons suffisamment de ressources aujourd'hui à la Banque centrale pour faire face à d'éventuelles situations qui pourraient bien évidemment arriver. Donc le montant de ces avoirs, personne ne connaît. En tout cas, ce montant n'est pas rendu public. J'ai cherché à entrer en possession de ces montants, savoir combien nous avons déjà, quelles sont les réserves. J'ai essayé un peu partout à travers la BEAC et tout. Je n'ai pas eu les informations nécessaires, mais je crois que ce n'est pas la première année où le Congo va engranger un excédent budgétaire, où une épargne budgétaire va être orientée certainement vers la BEAC, là où nous avons l'habitude de garder toutes les épargnes que nous engrangeons, donc nos réserves. Et je crois aussi qu'il y a un autre élément, ce sont les fonds PPTE. Vous savez qu'après la rédaction du DCRP, on nous a demandé d'ouvrir un compte à la Banque centrale où on va loger les fonds issus de l'annulation de la dette. Ce sont les fonds PPTE. En tout cas, il ne s'agissait pas des montants qui quitteraient Washington, Paris pour venir au Congo. En tout cas, c'était nos ressources propres que nous devrions payer au titre de la dette, mais qui devraient au jour d'aujourd'hui être gardés pour financer les projets contenus dans le DCRP. Bon, là aussi, il y a un petit flou artistique à ce niveau. On ne sait pas combien de projets ont été financés dans le cadre de ce fameux DCRP. Aujourd'hui, nous avons atteint le point d'achèvement. C'est une bonne chose. Tous les Congolais doivent s'en réjouir. C'est une bonne chose. La charge de l'État a diminué. L'État va avoir suffisamment de ressources pour résoudre les problèmes à caractère à la fois économique, social, etc. Bien, si nous insistons beaucoup plus sur le côté social, parce que le facteur humain n'est souvent pas pris en compte dans notre pays. Vous savez que notre pays compte énormément sur une ressource première, le pétrole, et peut-être dans une moindre mesure le bois. Mais l'industrialisation du pays vient avec l'amélioration des rémunérations du facteur travail, donc de l'homme. Il faut prendre en compte l'homme. Si on ne prend pas en compte l'homme, on ne va pas parvenir à industrialiser notre pays. C'est l'homme le facteur moteur de l'industrialisation. Mais faudrait-il qu'il soit motivé. Pour qu'il soit motivé, il faudrait qu'il soit bien rémunéré. Très bien. Si on vous avait classé dans les écoles économiques de France, on vous aurait dit peut-être que vous êtes de l'école d'Amiens et non pas d'Aix-en-Provence, où ce sont les libéraux qui excellent, parce que vous avez un positionnement plus que socio-économique, pour ne pas dire social. Les avantages du PPTE,
le fait que l'on ait accédé, ça nous donne des contraintes, mais il y a quelques avantages aussi à tirer du fait que l'on a accédé au point d'achèvement. Bien évidemment, nous avons des contraintes liées à la question fondamentale de la gestion. Il faut renforcer la gestion, améliorer la qualité de notre gestion. Un élément. Deuxième élément, autre contrainte que l'on peut considérer comme un avantage. C'est dernier tour de table parce qu'on me signale que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous avons aussi des avantages. Les avantages, c'est que nous aurons, avec l'atteinte du point d'achèvement, des ressources disponibles pour l'amélioration à la fois de la condition sociale, mais également de la condition économique. Donc, à la clé, nous devrions améliorer les capacités productives de notre nation. Donc, renforcer les deux facteurs, à la fois travail et capital. Renforcer les infrastructures de base pour booster notre production nationale, mais également renforcer le facteur capital, qui est le facteur déterminant de tout processus de développement. Très bien. Mon cher Labi, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes finalement un pays sous surveillance avec l'œil, à l'époque on disait l'œil de Moscou nous regarde, mais là cette fois-ci ça serait l'œil de la Banque mondiale et du Fonds monétaire qui doit surveiller l'exécution de nos budgets, etc. Non? Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne. Monsieur Tony. Oui, bonsoir. Je pense qu'à une prochaine émission sur ce sujet, il ne faut pas banaliser. Merci. Il faut appeler les économistes de notre pays, les professeurs, les éminents qu'on a, parce que c'est une question qui est très capitale. Soit le gouvernement dit ceci, on me permet de ne pas payer la dette, je me sers de cet argent pour produire la richesse, être producteur, donc pour que les autres pays environnants consomment, on aura assez d'argent. Soit il prend cet argent, il met ça dans l'enveloppe de DCRP, tout ce que vous dites là. C'est aller le lutter contre la pauvreté. Est-ce que le ministre dit on va donner l'argent aux autres qui font des choses, mais on va faire des micro-projets, on va aller aussi. On finira par s'endetter. Donc il faut que le gouvernement lève une option. Et ça, quand on suit le président de la République, cette option-là, on crée les infrastructures de base, on peut avoir des mesures régaliennes pour alléger les souffrances quotidiennes des Congolais. Baisser le prix du ciment, baisser le prix de l'aide et tout. Ça, l'État peut perdre quelque part des taxes douanières et ça peut améliorer le quotidien des Congolais. Le problème, c'est l'augmentation des salaires, parce qu'il y a aussi l'inflation. Voyez-vous? Donc je pense qu'il faut que les économistes du gouvernement soient confrontés aux économistes libres pour qu'on nous explique leurs investissements, surtout ça peut nous rapporter à court et à moyen terme, et en fait nous serons des producteurs et nous aurons l'argent, nous allons vaincre la pauvreté. Ce n'est pas de prendre l'argent de DCRP. Ça n'a jamais aidé quelqu'un. Pourquoi les États-Unis n'ont pas fait de DCRP pour se développer? Même les pays qui se développent à côté de nous, ils avaient le DCRP. Ça, c'est de l'argent qu'on va donner aux banques qui ne sauront pas gérer. Merci beaucoup. Je crois que ce que vous avez dit, ceux qui nous regardent ce soir ont entendu et ils apprécieront. Mais que nos gouvernants se lèvent et qui ne viennent pas toujours dans les émissions de propagande où doivent faire leur promotion. Qui viennent, qui débattent, qui éclairent l'opinion. Parce que l'opinion a soif de connaître et aussi de comprendre ce qui se passe dans la gestion de la cité. Mon cher Labi, est-ce que nous ne sommes pas là sous surveillance? Naturellement. Est-ce que ça ne serait pas d'abord bien? Surveillance, mais il faut savoir, Sonny, que nous sommes d'abord un pays souverain, un pays indépendant. Nous avons nos politiques à nous. Bien qu'il y ait la Banque mondiale et le FMI, nous savons que ce sont ces institutions qui, il ne faut pas se cacher, ce sont ce que nous appelions encore il y a quelques années les impérialistes. Et ils sont là, et ils peuvent vous donner, comme on dit, un cadeau empoisonné, capable de vous traîner dans la boue. Mais c'est à nous de prendre les responsabilités, de dire que c'est notre pays, c'est notre production, et nous devrions Est-ce que là c'est un cadeau empoisonné qu'on nous a donné? Non, c'est pas un cadeau empoisonné. Alors maintenant, si on ne réussit pas, ils seront responsables. C'est à nous, Congolais, de dire que à partir d'aujourd'hui, on prend conscience. Faisons mieux, faisons autrement que hier. Et les hommes doivent changer leur comportement. Et le président de la République, avec son gouvernement qui gouverne, devrait avoir
à côté de ce qu'on appelle les garde-fous. Les garde-fous ici, c'est la société civile, ce sont les syndicats et les journalistes également, pour qu'il y ait la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est aussi tout ça. Et je crois que, tout ce que nous voulons avoir là, travailleurs, paysans, etc., ainsi de suite, ça sera chose... Mon cher Joachim, quand par exemple on dit parmi les avantages PPTE, le Congo devrait désormais éviter d'exécuter son budget par ordonnance. Est-ce que par exemple ça démontre pas qu'il y a aussi quelques difficultés que nous devons d'abord nous-mêmes essayer de corriger sans que ce soit la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international qui nous le disent? Est-ce que c'est aussi compliqué que cela? Mais c'est pas aussi donc compliqué. Donc c'est bien que maintenant, désormais, ça ne sera plus par ordonnance. Oui, mais l'un des déclencheurs, je crois que c'est la bonne gouvernance, c'est justement le respect, la discipline budgétaire. Ça fait partie des déclencheurs, donc voilà, nous sommes astreints à cela. Mais on est en politique, et donc parfois, il faut aussi lier les problèmes du pays aux soubresauts que nous vivons. Malheureusement, vous voyez, le parcours des 20 ou 25 dernières années, ce n'était pas qu'on était assis en train d'attendre le PPTE. Il y a malheureusement eu des événements politiques qui ont fait qu'on ne pouvait pas être en programme avec les institutions. Les violences, donc, les guerres civiles, oui. Et puis donc il faut être conscient. Mais je voulais l'appétit du pouvoir, etc. Donc, oui, je voulais revenir à l'aspect que vous avez évoqué avec l'ABI, pour dire que non, le Congo n'est pas un pays seul, le Congo n'est pas hors de la planète Terre. Nous sommes dans un système et justement pour réguler le système monétaire international ou le système financier, il y a des institutions, et notamment les institutions de Bretton Woods. Donc, elles ne sont pas là pour nous surveiller. D'ailleurs, même ces programmes-là sont mis en place à la suite d'une négociation. Donc, ce n'est pas des programmes imposés. Voilà. Donc, le Congo est un pays souverain qui a décidé de bénéficier de l'initiative PPTE et qui l'a eu. Donc, il faut prendre ça dans ce sens-là. Mais c'est vrai, l'aspect que vous évoquez, il faut qu'il y ait quand même l'œil des institutions de Bretton Woods pour mettre la discipline budgétaire, pour ne pas gérer le budget par ordonnance. Il faut qu'il y ait l'œil des institutions de Bretton Woods pour éviter les PPA, les paiements par anticipation, ainsi de suite. Bon, c'est un peu cela. Il y a des habitudes qui doivent être ancrées dans notre manière de gérer. Ça doit être ça, quel que soit l'homme politique qui arrive aux affaires. Il y a une manière, il doit y avoir des mécanismes qu'on doit nécessairement respecter pour éviter les errements du passé. Moi, je crois que c'est cela. C'est pour ça que je dis que, mais souvent, c'est lié à nos soubresauts politiques, parce que malheureusement, les événements que nous vivons font que quand un régime arrive, il veut tout changer pour faire autrement. Non. Il y a des fondamentaux qu'il nous faut mettre en pratique et qui sont des choses auxquelles tout le monde, qu'on soit au pouvoir, qu'on soit dans l'opposition, mais des fondamentaux auxquels nous croyons. Aujourd'hui, un pays comme la France, que vous soyez de gauche ou de droite, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que ça sera le dernier mot, puisque nous arrivons quasiment au terme. On est déjà à 23h30. On arrive au terme de cette émission. On voulait juste réfléchir sur, ou sinon prolonger le débat de la session du Congo à l'initiative PPTE. Et quelle perspective? On a essayé un peu d'éclairer la lanterne de nos compatriotes. Et nous prenons pour nous tous les conseils qui ont été faits par les intervenants, d'inviter sur ce plateau des économistes, pour ne pas dire les députés, les vénérables, ceux qui ont en charge de ces questions au Parlement, s'ils daignent répondre à nos invitations. Et le plateau est là parce que l'objectif aujourd'hui, c'est d'éclairer la lanterne de nos compatriotes, de l'aider à accompagner la dynamique. Parce que lorsque un certain nombre de concepts leur échappent, la réaction qu'ils peuvent avoir, c'est une réaction de violence que nous décrions ici. Donc il vaut mieux les accompagner et les éclairer. Il s'agit maintenant de prendre un nouveau départ pour ne pas
citer quelqu'un qui vient de le dire, en mettant l'accent sur la rigueur, la gestion de façon rigoureuse et sur la gouvernance. On peut imaginer qu'aujourd'hui, ceux qui ne rentrent pas dans ce moule qui a été édicté puissent subir les sanctions qui sont celles, par exemple, d'aller passer 3 ou 4 jours aux frais. Pourquoi pas? Parce qu'on en ferait aux règles. Mais le jour où on arrivera là, certainement qu'on aura déjà franchi un pas, et ce pas-là sera apprécié par la communauté internationale qui a encore des œillets posés sur nous. Merci pour votre fidélité à DRTV. C'était Initiative PPTE mode d'emploi et après. Et vous avez eu les réponses. C'était certes, elles n'étaient pas définitives parce que le débat est encore en suspens. On espère que le ministre des Finances ira, s'il travaille bien, d'après ce qu'a dit le président, engranger encore avec nos amis du Club de Paris, appelons-les comme ça, et de Londres, quelques milliards et qui feront que la dette du Congo arrive après soit effacée à hauteur de 3100 milliards, ce qui serait quasiment quelque chose qui permettrait au Congo de souffler et de bien souffler. Mais en tout cas, il ne s'agit pas, avec ce qu'on aura enclenché, de faire la fête comme nous avons l'habitude de le faire. Merci pour votre fidélité. La prochaine émission va porter sur la Pâque. Pourquoi la date de Pâques est toujours fêtée à des mois parfois différents ou à des jours différents? Le Jésus-Christ est né le 25 décembre. Le 7e jour, il est monté au ciel. Mais lorsque nous fêtons la fête de Pâques, le lundi de Pâques, parfois le temps pas toujours le même jour. Quelles en sont les raisons? Alors qu'on connaît la date de la naissance, la date où il est ressuscité, personne ne peut nous dire avec exactitude quand est-ce que Jésus est monté au ciel. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Sans détour. Générique.